Bienvenue dans ce nouveau reportage. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'un procès historique qui secoue l'industrie du divertissement américaine. L'accusé, Sean Diddy Combs, producteur iconique, magnate de la musique et entrepreneur. Le lieu, New York, dans l'enceinte d'un tribunal fédéral, sous tension maximale. Au cœur de ce procès, des accusations très lourdes. Trafic sexuel, conspiration en vue d'organiser un racket RICO, enlèvement, usage forcé de drogue, travail forcé, obstruction à la justice, incendie criminel et corruption. Des chefs d'accusation qui, s'ils sont retenus, pourraient envoyer Diddy en prison pour des décennies. Après des semaines d'audience intenses, la tension est à son comble. Les plaidoiries finales ont été entendues. Le jury s'apprête à entrer en délibération. C'est donc le moment pour nous de revenir, pas à pas, sur les éléments clés du dossier, les arguments de la défense, la stratégie de l'accusation et l'ambiance qui règne autour de ce procès d'une ampleur rare. Une image publique brillante et une face obscure en accusation. Sean Combs, connu sous les noms de Puff Daddy, P. Diddy, puis Diddy, est une figure incontournable du hip-hop et de la culture pop américaine. Il est l'homme derrière Bad Boy Records, un empire du divertissement, des artistes comme Notorious B.I.G., Maz ou encore Mary J. Blige. Il a bâti une image d'homme à succès, visionnaire, respecté, parfois controversé, mais toujours en haut de l'affiche. Pourtant, derrière cette façade flamboyante, le parquet fédéral présente une réalité bien différente. Selon l'accusation, Combs aurait mis en place un véritable système, caché derrière la célébrité, visant à exploiter, manipuler, contrôler et faire taire. Il aurait utilisé son pouvoir, son argent, son influence et parfois la peur, pour exercer un contrôle absolu sur son entourage, notamment sur de jeunes femmes attirées par le glamour de son monde. Le cadre juridique, le RICO Act. L'un des éléments centraux de l'accusation est la loi RICO, Racket Influenced and Corrupt Organization Act. Cette loi, créée à l'origine pour lutter contre la mafia, permet de poursuivre une personne non pas uniquement pour ses actes individuels, mais pour avoir dirigé ou participé à une entreprise criminelle à travers des actes répétés, appelés prédicats. Dans le cas présent, l'accusation affirme que Diddy s'est servi de ses employés, de son équipe de sécurité, ses assistants et proches collaborateurs pour orchestrer et protéger une série de crimes. Prostitution forcée, violence, intimidation, coercition, distribution de drogue et dissimulation de preuves. Les éléments de preuve présentés par l'accusation. Le parquet a construit un dossier dense, s'appuyant sur plusieurs sources. Des témoignages accablants de plusieurs femmes, notamment Cassie Ventura, ex-compagne de Diddy, mais aussi d'autres identifiés sous pseudonyme comme Jane Doe ou Victime Doe, décrivant un système d'abus émotionnel, physique, sexuel, souvent en lien avec la consommation de drogue et l'isolement psychologique. Des messages textes et des emails, présentés comme preuve de coordination et de contrôle. Des vidéos, certaines issues de caméras de surveillance d'autres privées, confirmant des scènes de violence ou d'événements impliquant l'entourage de l'accusé. Et enfin, des témoignages d'anciens employés qui ont décrit un climat de terreur au sein de l'entourage de Diddy. La défense contre-attaque, l'argument du style de vie. Du côté de la défense, la stratégie a été double, minimiser, décriminaliser et déconstruire la logique RICO. Premièrement, les avocats de Sean Combs ont martelé que les comportements évoqués, relations sexuelles multiples, usage de drogue, ambiance de fête continue, sont certes atypiques, mais pas illégaux dès lors qu'il y a consentement. Ensuite, ils ont dénoncé une tentative de criminalisation d'un style de vie, soutenant que le parquet utilise le RICO pour transformer des comportements privés en conspiration criminelle, sans preuve d'une structure organisée ni d'accord collectif pour commettre des crimes. L'un des points majeurs de leur argumentation a été la défense de la personnalité publique et privée de Diddy, entrepreneur afro-américain à succès, ayant grandi sans privilège, admiré pour sa réussite, et selon certains témoignages, toujours généreux et bienveillant envers ses proches. Le procès. Un climat sous haute tension. Les audiences ont été marquées par des moments de grande intensité émotionnelle. À plusieurs reprises, les témoignages de victimes présumées ont bouleversé la salle. Diddy, quant à lui, est resté impassible la plupart du temps, sauf lorsqu'il a vu ses enfants et sa mère dans la salle. À ces moments-là, des témoins ont rapporté l'avoir vu esquisser un sourire ou laisser échapper une larme. Le public présent était composé à la fois de proches de Diddy, de représentants des médias, de célébrités discrètes et parfois même d'acteurs judiciaires de renom venus observer ce qui pourrait devenir un précédent juridique majeur pour l'application du RICO dans le monde du divertissement. Le second volet de cette affaire repose sur un élément fondamental, les témoignages. Des voix se sont élevées, certaines pour la première fois publiquement, d'autres sous anonymat,
Mais toutes racontent une trame similaire, un engrenage d'emprise, de luxe, de peur et de silence. Cassie Ventura, le point de bascule du scandale. C'est sans aucun doute le témoignage de Cassie Ventura qui a marqué un tournant décisif dans cette affaire. Ancienne chanteuse, ex-compagne de Diddy pendant plus d'une décennie, elle est la première à avoir osé déposer une plainte détaillée, évoquant des violences physiques et sexuelles répétées, des sessions de coercition et une vie sous surveillance. Selon elle, Diddy l'aurait introduite progressivement dans un univers ultra contrôlé, drogue fournie systématiquement, caméra dans l'appartement, disparition de son téléphone, isolement de ses proches. Elle parle d'un système de domination où l'amour s'est transformé en peur. La vidéo de 2016 montrant Diddy en train de la frapper dans un hôtel a servi de déclencheur. Publiée en 2024, cette vidéo a provoqué un choc dans l'opinion publique. Diddy a ensuite posté une vidéo d'excuses, admettant sa culpabilité dans cet acte précis, tout en niant les autres accusations. Jane Doe, victime d'eux, et les récits parallèles. Mais Cassie n'est pas seule. D'autres femmes ont été appelées à témoigner, certaines sous pseudonyme pour des raisons de sécurité. Leurs récits font état d'un schéma presque identique. Rencontre dans un contexte glamour, soirée privée, promesse de carrière. Introduction à l'univers clos de Diddy. Soirée contrôlée, consommation de drogue, perte de repères. Coercition progressive, pression psychologique, dépendance financière, chantage affectif. Et enfin, violence physique ou abus sexuels, dans un climat d'impunité totale. Certaines évoquent des scènes où des employés de Diddy étaient présents, sans jamais intervenir. D'autres affirment qu'on est forcé à se plier à certaines pratiques sexuelles en présence d'autres invités, souvent filmés ou enregistrés. Le rôle des collaborateurs de Diddy, complicité ou silence. L'un des aspects les plus controversés du procès est le rôle joué par les membres de l'entourage de Diddy. Le nom de Christina Kakakorm, son ex-chef de cabinet, est revenu des dizaines de fois. Bien qu'elle n'ait pas été appelée à témoigner, des centaines de messages, emails et documents montrent qu'elle organisait les déplacements, réservait les lieux et prenait part à la logistique des événements où des abus sont allégués. Plusieurs experts juridiques estiment qu'elle pourrait être poursuivie à l'issue du procès comme co-conspiratrice dans le cadre du RICO. La stratégie de la défense face à ces témoignages. Face à cette avalanche de récits bouleversants, la défense a opté pour une ligne de minimisation et de disqualification. Elle insiste sur le fait que tous les actes décrits s'inscrivent dans le cadre du consentement, que les femmes n'étaient ni enfermées ni retenues, et que l'environnement sexuellement libéré décrit n'est pas un crime en soi. Le mot d'ordre est clair, style de vie exubérant ne veut pas dire réseau criminel. Les avocats de Combs ont également tenté de démontrer des contradictions dans les témoignages, de pointer l'intérêt financier de certaines plaignantes et de rappeler que plusieurs relations se sont poursuivies volontairement pendant des années. La technologie au cœur du procès, images, textos, données. L'accusation a fait un usage intensif de preuves numériques. Des dizaines de messages WhatsApp, captures d'écran, vidéos, enregistrements vocaux, extraits de géolocalisation ont été présentés au jury. Par exemple, certains messages montrent Diddy exigeant qu'une personne soit disciplinée ou remise à sa place. D'autres décrivent des instructions données à ses équipes pour préparer les soirées. Des vidéos montrent des transportations de femmes en jet privé, encadrées par des membres de l'équipe, sans toujours savoir si elles y allaient de leur plein gré. Un extrait en particulier, diffusé au tribunal, montre Diddy s'emportant violemment contre un collaborateur qui avait laissé partir une jeune femme sans autorisation. L'ombre du pouvoir et du silence. Pourquoi si peu en parler avant? L'affaire soulève une question profonde. Comment un homme aussi médiatisé, aussi exposé, aurait-il pu agir en toute impunité pendant plus de 20 ans? La réponse, selon plusieurs témoins, réside dans la peur, le pouvoir et la réputation. Diddy possédait les clés. Influence dans l'industrie musicale, contrôle des opportunités professionnelles, accès à la presse et aux avocats. Parler, c'était risquer l'oubli, la ruine ou la diffamation. Plusieurs anciens employés ont affirmé qu'il existait une culture de l'omerta, où toute critique ou fuite était immédiatement punie. Licenciement, intimidation, campagne de discrédit, voire menace. Le tribunal fédéral de Manhattan, réputé pour sa rigueur et son austérité, n'avait peut-être jamais vu autant de regards braqués sur lui depuis le procès de Ghislaine Maxwell. Le nom de Sean Combs, dit Diddy, remplit la salle d'audience de murmures, de journalistes, de partisans, d'opposants, de curieux. Une salle comble et sous haute tension. Les derniers jours du procès ont attiré une foule considérable. Sur les bancs de la défense, la famille proche de Combs. Sa mère Janice Combs, son fils Justin, sa sœur Keisha, les jumelles Jessie et Dilla, et plusieurs de ses collaborateurs fidèles, assis en silence. Tous scrutent le moindre mot, la moindre réaction.
Sur les bancs du public et de la presse, des personnalités juridiques, des activistes, des anonymes, des représentants d'associations de défense des femmes. Et surtout, la procureure fédérale Christy Slavic, figure centrale de l'accusation, très attendue dans sa plaidoirie finale. Plaidoirie de l'accusation, implacable et clinique. La stratégie de l'accusation a été méthodique, parfois glaçante. Durant plus de 4 heures, Slavic a présenté une synthèse chirurgicale des faits. Pas de grands effets de manche, mais une avalanche de preuves, de textes projetés à l'écran, de rappels des témoignages. Elle a divisé son argumentation en 3 volets. Le schéma répété d'abus, allant de la séduction jusqu'à l'isolement et l'exploitation. La notion d'entreprise criminelle, au cœur du RICO, aide logistique, employé complice, dissimulation d'argent. La démonstration de l'intention, messages menaçants, achat de silence, vidéos compromettantes conservées. Elle a martelé une formule clé. Il ne s'agit pas de sexualité. Il s'agit de pouvoir. Et Combs l'a utilisé de manière systémique. L'apport du PowerPoint, des preuves visuelles à l'impact fort. Chaque moment de la plaidoirie était soutenu par un visuel. Capture de messages entre Didi et ses collaborateurs. Photos géolocalisées montrant des déplacements suspects. Extraits de vidéos, parfois floutés pour respecter l'anonymat. L'effet sur le jury semblait visible. Plusieurs membres prenaient des notes frénétiquement. D'autres avaient le regard figé. Lorsqu'a été mentionnée la présence de mineurs présumés dans certains événements, un silence absolu a traversé la salle. Réponse de la défense, sobriété, humanisation, remise en question du RICO. Le lendemain, la défense prend la parole. Pas de démonstration graphique, mais une posture sobre et réfléchie. L'avocat principal, Marc Anifilo, choisit l'angle de la complexité humaine. Il commence ainsi. Monsieur Combs n'est pas un ange. Mais être imparfait ne fait pas de vous un criminel. Encore moins un parrain de réseau illégal. 3 axes sont développés. Les relations étaient volontaires, dit-il. Il montre que plusieurs des plaignantes ont continué à fréquenter Didi après les faits allégués. Le consentement ne peut être redéfini rétroactivement. Selon lui, il pointe l'ambiguïté de certaines accusations. Enfin, il attaque la construction du RICO. Pas de hiérarchie, pas de structure formelle, pas d'entreprise identifiable. L'un de ses arguments les plus forts. Aucun témoin n'a déclaré faire partie d'un groupe criminel avec Didi. Pas un seul. Où est donc le réseau? Le comportement de Combs durant les plaidoiries. Pendant les discours, Didi est resté impassible la plupart du temps. Mais selon plusieurs journalistes présents sur place, il a montré des signes d'inquiétude lors de la présentation des images de vidéosurveillance, notamment celles de l'hôtel Intercontinental. Parfois, il regarde sa famille avec émotion, esquisse un sourire lorsqu'un élément favorable est mentionné. Mais lorsqu'on parle des accusations de coercition ou de violence sur plusieurs femmes en même temps, il baisse la tête, ferme les yeux. Un jury sous pression, observé en permanence. Les 12 jurés fédéraux, issus d'horizons divers, ont désormais entre leurs mains le destin judiciaire de l'un des hommes les plus puissants de l'industrie musicale. Plusieurs sources indiquent que, dès le début des plaidoiries, le président du jury prenait des notes sans discontinuer. Lors des rappels sur le RICO, certains semblaient confus, d'autres attentifs, certains visiblement tendus. La juge a demandé que le jury se retire juste après le week-end du 4 juillet pour entamer ses délibérations. Un timing symbolique, l'indépendance, le poids des libertés, la justice face à la célébrité. Le spectre d'un verdict historique. Ce procès pourrait marquer un précédent. Jamais une personnalité de ce calibre, avec une telle longévité médiatique et commerciale, n'a été jugée dans un cadre aussi grave et structuré. Le verdict, qu'il soit coupable ou non, aura des répercussions sur la culture, sur les réseaux, sur l'industrie du divertissement et sur la perception du pouvoir masculin. Les jurés entrent en délibération. Après 3 semaines d'audiences intenses, de témoignages troublants, d'arguments juridiques minutieux et de silence lourd, le jury fédéral s'est retiré pour délibérer. Nous sommes début juillet. Une date symbolique, celle de l'indépendance américaine. Mais ici, il est question d'une autre forme de liberté, celle d'un homme, d'un mythe, d'une marque mondiale. Sean Diddy Combs, icône de la musique, entrepreneur, visage de marque mondiale, est désormais suspendu au jugement de 12 citoyens ordinaires. 2 chemins s'ouvrent, acquittement ou condamnation. L'issue du procès repose sur plusieurs chefs d'inculpation, mais le cœur de l'affaire est le RICO fédéral, la loi anti-racket utilisée historiquement contre la mafia. Scénario 1, acquittement. Si le jury considère que les faits ne remplissent pas les critères d'une entreprise criminelle, Didi pourrait être blanchi des accusations principales.
Ce ne serait pas une victoire totale car les faits choquants entendus au tribunal restent dans les esprits, mais juridiquement, il serait libre. Cependant, plus de 70 plaintes civiles l'attendent. Il pourrait devoir affronter des années de procédures, de règlements financiers et une déconstruction méthodique de son empire. Scénario 2. Condamnation. Si 2 ou plusieurs crimes sont jugés comme prédicats d'une entreprise criminelle, alors Combs risque plusieurs décennies de prison. Cela déclencherait une onde de choc dans l'industrie. Chute d'un titan, gel de ses actifs, rupture de contrat et très probablement de nouvelles arrestations parmi ses collaborateurs. La juge et les instructions au jury. La juge fédérale, connue pour sa rigueur, a donné au jury des instructions précises. Ils doivent être unanimes pour chaque chef d'accusation. Pour le RICO, 2 crimes doivent être prouvés et liés à une structure d'entreprise. C'est une équation complexe. Pas seulement factuelle, mais morale et culturelle. Le jury ne juge pas qu'un homme. Il juge un système dans lequel célébrité, pouvoir, sexe et impunité sont souvent entremêlés. Une opinion publique divisée. Sur les réseaux sociaux, l'affaire Diddy est un champ de bataille. Entre hashtags de soutien et appel à la justice, le monde suit ce procès comme une série Netflix, mais dont le résultat impacte des vies réelles. Certains le voient comme un bouc émissaire, tombé dans l'air post-Diaz MeToo. D'autres le désignent comme un prédateur enfin confronté à ses actes. Des figures médiatiques se positionnent. Des artistes se taisent. Des labels prennent leur distance. Les conséquences culturelles d'un verdict coupable. Si Diddy est reconnu coupable, l'impact dépasse le monde juridique. Musicalement, son catalogue pourrait être suspendu de certaines plateformes. Commercialement, ses marques, alcool, mode, pourraient être rachetées ou gelées. Socialement, ce serait une rupture historique. La fin d'un chapitre du hip-hop business des années 90 à 2000. Politiquement, une condamnation offrirait un signal fort. Aucun nom, aussi influ soit-il, n'est à l'abri de la loi. Ce serait aussi un test pour l'efficacité du RICO appliqué à des réseaux culturels et non mafieux. Et s'il est acquitté, un acquittement, total ou partiel, n'efface pas l'impact du procès. Il reste les accusations publiques, les témoignages, les vidéos, les aveux indirects, tout ce que l'opinion a vu et entendu. Diddy pourrait tenter un retour médiatique maîtrisé, s'exprimer dans une interview exclusive, publier une autobiographie ou lancer une fondation contre les abus. Mais son image resterait marquée à jamais. La question resterait, acquitté, mais innocent? Les autres visages de l'affaire, Kaka, Cassie, Jane et les témoins clés. Au-delà de Combs, plusieurs figures clés émergent. Kaka, son ex-chef de cabinet, cité comme co-conspiratrice potentielle, pourrait être la prochaine inculpée. Cassie Ventura, dont la vidéo d'agression a bouleversé l'affaire, est perçue comme l'élément déclencheur de ce procès. Jane, le témoin anonyme, a confirmé un schéma comportemental glaçant. Ces femmes, qu'elles gagnent ou non dans les prétoires, ont déjà changé le cours de la narration publique. Elles ont levé un voile sur les coulisses de la célébrité. L'après-procès, recomposition ou effondrement. Si Diddy sort libre mais brisé, il lui faudra réinventer sa présence publique. Si Diddy est condamné, la chute sera vertigineuse. Contrat rompu, album retiré, collaborateurs interrogés et peut-être de nouveaux noms exposés. Mais une chose est sûre, le procès Diddy marque un point de bascule. La fin de l'impunité supposée. La remise en cause d'une époque où le pouvoir artistique protégeait de tout. Conclusion, un moment de vérité pour la justice et la société. Dans ce procès, ce n'est pas seulement Sean Combs qui est jugé. C'est une époque, une industrie, un système de pouvoir, une tolérance longtemps acceptée sous prétexte de génie créatif. Le verdict approche. La justice a parlé. À chacun de nous d'écouter et d'en tirer les leçons. Micro, si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les enjeux profonds de cette affaire, laissez un commentaire avec votre avis. Le débat est ouvert. Punaise, abonnez-vous pour suivre l'évolution de cette affaire et d'autres grandes affaires judiciaires en cours.